Statique des fluides. On s'intéresse aux forces qui s'exercent, forces pressantes qui s'exercent sur ce volume élémentaire dont les faces sont situées à l'altitude de Z et Z plus dz, avec une surface S. La force élémentaire qui s'applique sur cet élément de surface peut se calculer en faisant l'intégrale sur la surface de moins P de Z ds scalaire vecteur normal à cette surface, qui ici serait Z. Quand on s'intéresse à l'équilibre des forces sur cet élément de surface, on a des forces pressantes à cette altitude-là, Z plus dz, des forces pressantes à Z, et on voit que du coup le gradient de pression, dP fois S va être égal à moins rho gz S dz, pour équilibrer le poids. Et donc, ça nous amène à écrire dP sur dz égale moins rho g, c'est-à-dire Pz, quand on l'intègre, égale P0 plus rho gz. Ou moins rho gz. L'équation barométrique s'écrit P égale P0 plus rho g delta z étant la variation d'altitude entre le point où on a pris la constante d'intégration, la pression de référence, celle pour laquelle z est égal à 0. Dans le cas d'une atmosphère isotherme, on peut écrire l'équation des gaz parfaits en écrivant P de Z des taux égale la quantité de matière dN qui s'écrit dm sur masse molaire, RT, est égale à ρ des taux, volume élémentaire sur m RT, c'est-à-dire que la masse volumique qui dépend de Z peut s'écrire M P de Z sur RT. Or, on avait écrit ici que la variation de P par rapport à Z était égale à moins rho g, donc en remplaçant rho par son expression, on arrive à moins mg sur RT P de Z. C'est une équation différentielle du premier ordre qui s'intègre en P de Z égale P0 exponentielle moins gz sur RT. On peut généraliser ce raisonnement à simplement une molécule. La pression en Z fois des taux, volume élémentaire, est égale à donc la quantité de matière qu'il y a dans ce volume élémentaire, c'est la quantité de matière divisé par le nombre d'Avogadro, donc on aura le nombre de molécules, multiplié par d taux, le volume élémentaire. Donc ici, le n étoile, c'est le nombre de molécules par unité de volume. On arrive en isolant, comme tout à l'heure, n étoile de z à n étoile de z égale p de z sur r sur nat, c'est qui s'écrit p sur kb, puisque kb égale r sur nat. C'est-à-dire mgz sur rt est égal mgz, et on reprend l'équation de tout à l'heure, mgz sur rt est égal à na m étoile gz, donc puisque ça c'est la masse molaire. La masse molaire, c'est le nombre d'Avogadro multiplié par la masse d'une molécule, fois Gz sur RT, est égal à M étoile, donc ici on retrouve R sur Na, Gz sur KBT. On pose N étoile 0, qui est P0 sur KBT, pour avoir notre constante d'intégration, et finalement on retrouve une équation similaire à l'équation 1, qui nous dit que la densité volumique de particules à l'altitude Z, c'est la densité volumique de particules à l'altitude Z0 exponentielle de moins Gz sur KBT, c'est-à-dire N0 étoile exponentielle moins l'énergie potentielle sur KBT. On peut généraliser ce résultat en disant que si des particules peuvent prendre différentes énergies au sens large, le nombre Ni de particules à l'état EI est proportionnel au facteur exponentiel moins EI sur KBT. Voilà. Donc par exemple, si on a une énergie qui est très très grande par rapport à ce qui est considéré comme l'énergie moyenne, et bien ici on va tendre vers exponentielle moins l'infini, qui tend vers 0.
Et inversement, si on a un état d'énergie qui est très très bas, ce facteur est grand par rapport à celui-là et il a beaucoup plus, du coup beaucoup plus de chances d'être rempli. La poussée d'Archimède est une poussée qui est due au différentiel de pression entre les faces inférieures et supérieures d'un solide immergé dans un fluide, et dont l'intensité se calcule en faisant moins masse du fluide déplacé multiplié par G. On peut traduire ce qu'on a vu tout à l'heure par une équation locale de l'hydrostatique. Si on prend Pz et P de Z plus dz à une altitude dz, on peut dire que la force élémentaire, on peut dire que la force qui s'exerce sur Z plus dz moins la force qui s'exerce en Z doit être équilibrée par ρg, donc, et ça nous a fait comme tout à l'heure dp sur dz, des taux. Alors ici, ce d taux, il faut le comprendre comme un ds dz. dp sur d rond z, d rond p sur d rond z, dz, ça nous donne la différence de pression. Et du coup, on a isolé ici une surface S qu'on pourrait passer là-dessous et on aurait une force divisée par une surface. Voilà, donc là, on peut traduire cette équation locale par ρg moins grade de P, parce que ça se généralise en un gradient de température qui ici est unidirectionnel. Donc la force élémentaire qui résulte de l'équilibre des forces sur ce petit volume peut se calculer en faisant moins grade de P des taux. Et donc on a transformé une expression de la force en fonction d'une surface et de la pression qui est qui est la formule habituelle de la force pressante, en une formule qui fait intervenir une densité volumique de force, puisque finalement on se ramène à une expression de force qui dépend de ce qu'il y a dans la parenthèse multiplié par un volume élémentaire. Donc on a ici une densité volumique de force qui est équivalente aux forces de pression, ce qui nous servira pour généraliser des équations de l'hydrostatique à l'hydrodynamique. Pour un fluide en mouvement, on va toujours prendre un volume élémentaire, mais on va avoir une approche type mécanique des milieux continus, c'est-à-dire que l'élément de volume est suffisamment petit pour qu'on puisse faire des approximations du premier ordre, mais par contre il est suffisamment grand pour contenir une quantité suffisante de molécules ou d'éléments pour pouvoir considérer pour pouvoir négliger la discontinuité due aux particules élémentaires. L'approche eulérienne consiste à observer un champ de vitesse global qui peut évoluer au cours du temps, sans suivre le trajet d'une particule en particulier. Dans ce cas, c'est une approche lagrangienne. Donc, on va appeler un écoulement stationnaire des écoulements qui sont caractérisés par une dérivée temporelle de tous les champs eulériens qui est égale à 0. Donc les champs eulériens ne changent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de changement au cours du temps. Une particule se déplace bien d'un point à un autre, mais par contre le champ de vitesse global, lui, ne change pas au cours du temps. Ces champs eulériens peuvent être un champ de masse volumique ou un champ de vitesse. On appelle écoulement incompressible un écoulement durant lequel la masse volumique est constante, c'est-à-dire que la variation de masse volumique au cours du temps est nulle. Elle ne dépend pas du référentiel. Alors pour un liquide, c'est évident, cette non-variation de volume, puisque le liquide considéré incompressible va garder une masse volumique constante, c'est une approximation qui sera valable pour un gaz à condition que la vitesse d'écoulement du gaz reste très petite devant la vitesse du son dans ce gaz, qui est l'ordre de grandeur de la vitesse de déplacement des molécules dans ce gaz. On va définir la dérivée particulière. Alors tout d'abord de la masse volumique. Une variation de masse volumique, c'est la masse volumique au point m plus dm
et au temps d plus dt. Donc on fait varier à la fois l'espace et le temps, moins la masse volumique en m et au temps t. On appelle dm le déplacement élémentaire tel que la vitesse au point m fait qu'au bout du temps dt, le point m sera au point m plus dm. Donc si on fait le développement limité à l'ordre 1 de ce terme, on va pouvoir dire qu'il est égal à mu de mt plus gradient de mu dm, ça c'est comme une dérivée par rapport à une variable multipliée par le d droit de cette variable, comme ici par exemple, d mu sur d rond t, d rond mu sur d rond t fois dt. Sauf qu'ici on généralise aux 3 dimensions de l'espace, mais ça revient à faire par exemple d rond mu sur d rond x dx, le long de ux, plus d rond mu sur d rond z dz, le long du vecteur uz, etc. Il y a une flèche sur le grade. Moins mu x, parce qu'il ne faut pas l'oublier, qui est ici, et ils vont pouvoir se simplifier, et finalement, la vitesse va pouvoir s'exprimer uniquement en fonction de dm scalaire grade de mu en m et en t, plus d rond mu sur d rond t dt, ce qui s'écrit d mu quand on factorise le dm, on rappelle que c'est vm de t dt, donc en factorisant le dm, on va pouvoir écrire le d mu sous cette forme et écrire finalement que d mu sur dt, d droit mu sur d droit t, donc la dérivée de la masse volumique par rapport au temps, c'est la dérivée partielle de la masse volumique par rapport au temps, plus la vitesse que multiplie le gradient de mu, la vitesse scalaire gradient de mu. On peut élargir cette définition à une grandeur vectorielle et définir la dérivée particulière du champ de vitesse, aussi appelée dérivée totale, avec un d majuscule v sur d majuscule t, qu'on peut aussi trouver sous la forme dv sur dt. Et donc c'est la dérivée temporelle, la dérivée partielle par rapport au temps du vecteur v, plus v scalaire grade, donc ici on a un opérateur qui s'applique à v. Ceci doit être compris si on avait un vecteur autre que v. Non. Ce qui s'écrit d rond v sur dt aussi, plus grade de v2 sur 2, plus rotationnel de v, vectoriel v. On définit au passage l'opérateur b scalaire grade de a, qui consiste en un vecteur constitué dont la première coordonnée c'est b scalaire grade de ax, b scalaire grade de ay et b scalaire grade de az. En fait ici on a un grade de v, c'est comme si on avait un dv sur dx, et il faut remultiplier ce dv sur dx par un dx sur dt pour retrouver ici un dv sur dt. Or, un dx sur dt, c'est une vitesse. Donc, on doit... c'est cette vitesse-là que l'on multiplie pour avoir également une homogénéité dans notre équation. On peut définir les débits qui vont s'écouler à travers une surface ds. Donc si la vitesse est v en ce point, eh bien la masse élémentaire infiniment petite du deuxième ordre va dépendre du vecteur densité de flux de masse J multiplié par ds dt. J de m est défini comme étant mu v. Donc il va s'exprimer en kilogrammes par mètre cube multiplié par des mètres par seconde. Donc la masse qui va traverser, c'est bien ça c'est des kilogrammes
des kilogrammes par mètre carré par seconde. Donc quand on va les remultiplier par des mètres carrés et par des secondes, on aura bien des kilogrammes. Le débit massique est la variation de masse, enfin c'est la masse élémentaire qui est passée au travers la surface divisée par le temps, et en divisant par le temps, on va tout simplement se retrouver avec la formule somme sur la surface de JM scalaire DS. Quant au débit volumique, le débit volumique, ça va être simplement donc la variation de volume rapportée au temps, qui lui va être l'intégrale sur la surface de la vitesse multipliée par ds, scalaire, vecteur vitesse scalaire ds volume élémentaire. Pour un fluide en mouvement, on va pouvoir écrire des équations de conservation de masse. Alors si on prend un élément de volume à x et à x plus dx, la masse élémentaire qui entre dans ce fluide, c'est la masse élémentaire qui franchit la surface en x, plus la variation de masse qui franchit cette surface en x plus dx. Et ceci peut s'écrire, quand on ajoute tout ça, il y en a un qui est positif, l'autre qui est négatif, parce qu'à chaque fois on a des flux entrants, mais donc ils s'opposent, et on peut réécrire cette formule en utilisant la dérivée par rapport à x de la masse qui est passée à travers la surface, c'est-à-dire moins d rond ADX de mu v s dx dt. Or, la variation de masse, c'est aussi la variation de masse volumique par rapport au temps, multipliée par la surface, multipliée par dx, multipliée par dt. Ça, c'est l'équation de conservation de la masse. Donc, on arrive à d rond mu v par rapport à x, plus d rond mu par rapport à t, égale 0. Autrement dit, la variation de masse volumique au cours du temps doit compenser la variation de masse qui se traduit par ce qui traverse les parois de part et d'autre du volume élémentaire, en considérant le gradient de vitesse par rapport à dx. Si on n'a pas de gradient de vitesse par rapport à dx, il y en a autant qui rentre que ce qui sort, et puis dans ce cas, dmu sur dt égale 0. On peut généraliser ce qu'on a fait ici sur une seule dimension en utilisant l'opérateur divergence, et la divergence de mu v plus dmu sur dt égale 0. Ce mu v, on rappelle que c'est le vecteur densité de flux de masse, donc la divergence de jm plus dmu sur dt est égale à 0. C'est l'équation de continuité qui a été écrite par Euler en 1753. Alors bien sûr, elle nous rappelle deux équations. L'équation de conservation de particules pour la diffusion de particules ou de diffusion de la chaleur, en absence de source pour que ce soit égal à 0, sinon on a ici dans les autres équations un terme de création qui ne peut pas y avoir ici puisqu'il n'y a pas dans nos expériences de création de masse possible. Divergence de Jn plus, donc ça c'est le vecteur densité de flux de particules, divergence de Jn plus dn sur dt égale 0. Et divergence de Jq, là c'est la densité de flux de chaleur, plus mu c dt sur dt, donc d rond température sur d rond à d rond temps, égale 0. Un flux conservatif, c'est le cas où la masse volumique ne change pas au cours du temps. Donc dans ce cas-là, on va écrire tout simplement que la divergence du vecteur densité de flux de masse est égale à 0.
Une expression mathématique nous dit que la divergence d'un scalaire fois le vecteur, en fait ça revient un peu à une formule de dérivée, la dérivée de UV c'est U' V plus UV', et bien ici en termes divergence scalaire et vecteur, ça s'écrit F div de A plus A scalaire grade de F. Et bien si on remplace JM par mu V, on va JM par mu, donc le vecteur JM est égal à mu scalaire multiplié par V vecteur. Ça nous fait que mu div de V plus V grade de mu plus d mu par rapport à dt est égal à 0. Or, comme on a une situation où la masse volumique, un fluide est incompressible, donc la masse volumique ne change pas, ni au cours du temps, ni dans l'espace, eh bien on se retrouve aussi avec la divergence de la vitesse qui est nulle. On rappelle que le théorème de Stokes va nous permettre de relier la circulation sur un contour fermé d'un vecteur A multiplié par dl sur le contour, donc la circulation de A sur le contour fermé qui va être égale à l'intégrale sur une surface s'appuyant sur ce contour fermé du rotationnel de A ds. On va s'intéresser un petit peu au rotationnel et à sa signification. Alors, si on prend un solide qui est caractérisé par un vecteur rotation oméga dont les coordonnées sont 0, 0 et oméga. Donc une rotation autour de l'axe Z. Un vecteur OM a des coordonnées qui s'écrivent sous la forme x égale r cos θ, θ variant au cours du temps, y égale r sinus θ, θ variant au cours du temps, et z. Le vecteur vitesse, c'est la dérivée de ce vecteur, qui va s'écrire, puisque oméga c'est θ point, qui va s'écrire moins r θ point, donc on dérive par rapport on dérive l'angle par rapport au temps, et donc on calcule la dérivée ici par rapport à l'angle. Donc la dérivée par rapport à l'angle, c'est r sinus θ, que va multiplier la dérivée de l'angle par rapport au temps, qui est oméga. Donc ça fait moins oméga y, puisque r sinus θ c'est y, donc moins oméga y, et ici oméga x, pour la même raison. Et on s'aperçoit qu'en fait on a, si on calcule le rotationnel de la vitesse, donc on a ici l'opérateur Nabla vectoriel la vitesse, on reprend ces expressions ici, donc en faisant toutes les coordonnées, en calculant toutes les coordonnées, on s'aperçoit qu'on a deux fois le vecteur rotation. Et donc le rotationnel peut se comprendre comme la moitié d'un vecteur rotation. Et ce rotationnel décrit la rotation locale du fluide. Un écoulement irrotationnel est un écoulement dans lequel ce vecteur rotation est nul. Donc ce vecteur rotation qui est égal à la moitié du rotationnel du champ A, c'est ce qu'on va définir comme le vecteur tourbillon, la moitié du rotationnel. Donc il n'y a aucune partie du fluide qui subit une rotation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'eau qui tourne sur elle-même à l'intérieur de la circulation du fluide, comme on pourrait voir parfois dans les turbulences derrière un obstacle où on voit l'eau qui tourne sur elle-même et qui est un petit peu emprisonnée et qui ne se déplace pas globalement au cours du temps, qui reste dans un circuit fermé. Voilà. Donc quand on parle d'écoulement irrotationnel, c'est qu'on n'a pas cette situation et qu'on a donc partout le rotationnel du champ de vitesse qui est nul. Stokes nous dit que la circulation de la vitesse, donc la circulation sur un contour fermé de la vitesse, est égale au rotationnel de V, mais comme on vient de dire que l'intégrale sur une surface s'appuyant sur ce contour du rotationnel de V. Mais le rotationnel de V est partout nul, donc ça c'est toujours égal au vecteur nul. Ce qui signifie que du coup la circulation sur n'importe quel contour
est nul. Donc on peut prendre un point et puis avoir un autre point. En fait, on aura la circulation partant d'un côté et puis qui va être égale à moins la circulation de l'autre côté. Bref, la circulation ne dépend pas du chemin suivi. On dit que la circulation du champ est conservative. Quand on a quelque chose de conservatif et que la circulation ne dépend pas du chemin suivi, on peut faire une comparaison avec ce qui avait été vu pour l'énergie potentielle et on peut dire que V dérive d'un potentiel. Et la vitesse s'écrit comme le gradient d'un potentiel phi. Et le rotationnel de la vitesse étant nul, on peut écrire que le rotationnel du gradient de phi est égal à 0. On peut aussi dire que la divergence de V c'est égal à la divergence de grade de phi, et c'est égal au Laplacien de phi. On retrouve ici l'équation de Laplace. Parce que, alors la divergence de V, on en avait déjà parlé. La divergence de V est nulle dans le cas d'un fluide incompressible. Donc, si cette divergence est nulle, ça veut dire que le Laplacien également est nul. Le Laplacien du champ scalaire dont dérive le champ de vitesse. Alors, récapitulons. Pour un écoulement stationnaire, la dérivée temporelle de tout champ eulérien est nulle, c'est-à-dire qu'un observateur eulérien ne voit rien évoluer. Dans le cas d'un écoulement incompressible, on a la divergence de V qui est égale à 0. Les particules de fluide conservent leur volume. Dans le cas d'un écoulement irrotationnel, on a le rotationnel de V qui est nul partout. Les particules de fluide ne tournent pas. Et quand on combine les deux, du coup, on peut dire que le Laplacien, de phi est égal à 0. On a rencontré des champs de vecteurs à flux conservatifs. Donc dans ce cas-là, on a la somme sur une surface fermée de ADS qui est égale à 0, la divergence de A qui était nulle en tout point, et donc le flux qui s'appuie sur une surface 1 est égal au flux qui s'appuie sur une surface 2 un peu plus loin dans un tube d'écoulement. C'est le cas du vecteur, par exemple du vecteur flux, densité de flux de masse pour l'écoulement. Et il y a aussi des champs à circulation conservative, qui sont des champs dans lesquels la circulation de AdL est égale à 0 sur un contour fermé. Dans ce cas-là, le rotationnel de A est nul en tout point et la circulation ne dépend pas du chemin suivi. On avait vu ici que ça correspondait à des écoulements irrotationnels.